Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Hello Sandra. Je vais très bien et toi? Super, je suis ravie. D'accord. Alors, je vais te demander de te présenter vite Ah fait. ça, Hein, moi, je te connais bien. d'accord. Alors, donc je Je te m'appelle laisse te présenter Sandra, un je peu. suis mariée depuis près de 20 ans, presque hein, déjà, ça ne me rajeunit pas. J'ai 3 garçons, dont mon petit Lenny dont on va parler tout à l'heure. Alors, me présenter, donc je suis directrice également dans un cabinet de conseil. Je, je manage tout le pôle finance. Voilà, et en parallèle de ça, j'ai des petites activités comme toute bonne africaine qui se respecte, toute bonne activité, une petite activité à côté où je vends des parfums, voilà, des cosmétiques, ce type de choses. Donc je suis une maman très occupée, une femme très très occupée. En C'est ça. fait, tu n'as En pas, fait, tu n'as pas assez d'occupation, quoi. je suis en permanence occupée. C'est vrai que avec le temps, je me rends compte que je n'arrive pas à rester assise, je n'arrive pas à ne rien faire, en fait. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je devrais apprendre à faire d'ailleurs. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on perd un peu avec le temps. Même moi, j'ai remarqué que j'étais un peu comme ça. Avec le temps, c'est même le temps de méditer, de s'asseoir, de se poser, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins. C'est vrai, C'est une habitude qu'on perd de plus en plus en fait. Pourtant, c'est ça. c'est pas mal des fois de rien faire en fait. Exactement. Je suis totalement d'accord C'est avec même toi. bon Je vais essayer. pour le Résolution mental. 2024. Ah oui. Oui. Ben, je t'ai invitée aujourd'hui parce qu'on a un petit point en commun. On a toutes les deux des petits garçons qui ont des besoins spécifiques. Et comme c'est quelque chose qu'on a en commun, donc on en parle de temps en temps, on se comprend très bien sur ce point-là. Tout à On se comprend parce qu'on vit à peu près les mêmes choses. Et donc je vais demander de me parler un peu de Lénie pour que d'autres mamans aussi super occupées comme nous, qui ont aussi des enfants à besoins fait. spécifiques dans lesquels elles se reconnaîtront sûrement. Donc parle-moi un peu de Lénie. Quel a été Alors, le je vais diagnostic de commencer un petit peu Lénie? par le début. Donc Lenny a été son diagnostic a été assez rapide en réalité. Donc là déjà il a 7 ans, Lenny a 7 ans, mais il est suivi depuis un peu plus de 5 ans. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, dès le départ, son assistante maternelle chez qui il était, donc il est resté 3 ans chez elle, et qui avait aussi un fils qui avait des besoins spécifiques, pas forcément ce même trouble, mais en fait qui était dyslexique et qui avait d'autres problématiques, avait commencé à me dire quand il avait un peu plus d'un an que Lenny, voilà, ce serait bien de rencontrer un orthophoniste pour lui. Oui, ce serait bien voilà, elle me suggérait des choses, mais elle n'osait pas aller plus loin que ça. Elle avait des doutes. Donc ça, c'était la première chose. Il avait quoi, un an à peu près, hein, un peu plus d'un an, vraiment. Donc quand vraiment l'enfant commence à, à s'initier au langage, quand l'enfant commence à avoir comment dire, un rapport social un peu plus présent, là, elle se rendait compte qu'il était très introverti, il avait des automatismes qui étaient un peu différents. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu son papa je pense que c'est vraiment lui qui a été le déclic en réalité, parce que c'est lui tout de suite qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Alors, il faut savoir que l'autisme, ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas vraiment de symptômes. On peut pas dire, oui, symptôme 1, il tousse, voilà. Donc, ce sont des faisceaux d'indices qui font que quand on rassemble tout ça, on se rend compte qu'il y a un problème. Mais ce sont des indices qui, pris indépendamment, en réalité, ne sont pas très graves. Parce que tout le monde va dire, oui, Lenny, par exemple, il y avait des troubles du langage. Mais les gens vont nous dire, oui, mais s'il y a des troubles du langage, moi, mon enfant a parlé à 4 ans. Oui, je connais une copine dont l'enfant a parlé à 10 ans. Donc, voilà. Après, on va dire, il était très ritualisé. C'est-à-dire que mon mari, la première chose qu'il a un petit peu alerté, c'est que, en fait, dès lors qu'il changeait comment dire ça, d'itinéraire, Lenny se mettait à crier. Il avait 15 mois. Il
il savait que pour aller chez l'assistante maternelle, c'était tel chemin. Et dès lors que mon mari changeait de chemin, il partait dans des crises, mais d'angoisse, c'était horrible. Donc ça, c'était le deuxième indice. Le troisième indice, c'était plus au niveau du comportement. Il était très introverti, très renfermé, mais pas renfermé timide. Il y a des enfants, on peut se dire oui, mais peut-être qu'il est timide et tout ça, mais c'était renfermé où on savait que c'était limite une phobie sociale en fait, où on se disait bon, il a euh, il a de l'adversité envers les autres personnes. Il ressentait vraiment les autres comme un poids en fait. Il ressentait vraiment les autres comme voilà, comme quelque chose de difficile à supporter. Et la dernière chose, voilà, c'était tout ce qui était en rapport avec le bruit. Dès lors qu'il y avait du bruit, en fait, Lénie était très angoissée, en fait, c'était très difficile, en fait. Voilà, donc il a commencé à m'en parler tout doucement, en me disant, oui, ce serait bien quand même qu'on essaye de voir un médecin, sa pédiatre, parce que ça a l'air, voilà, ça m'a l'air un peu bizarre, en fait, tout ce qui est en train de se passer. Et moi, il m'a fallu du temps pour accepter en fait tout ça. Et dès lors qu'on a commencé, la pédiatre nous a expliqué la démarche. On a commencé à voir un orthophoniste, psychomotricien, voilà, etc. Et il a donc eu un diagnostic au bout d'un an à peu près de TSA, donc trouble du syndrome autistique modéré. Et voilà comment tout a commencé en fait. Et il avait 2 ans et demi quand ce diagnostic a été posé. Ben, écoute, moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. La seule, un peu, on va dire, un petit peu différent, c'est que moi, juste avant que je commence à avoir un peu des inquiétudes. Ethan, il avait fait beaucoup de D'accord. crises de bronchite, très crises de bronchite, et j'ai en parlant avec d'autres mamans aussi, c'est un point commun entre guillemets que j'ai trouvé chez d'autres enfants qui ont eu un diagnostic, mais bon, après, il y a pas de formule avec le spectre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un spectre. Euh, donc, il avait fait beaucoup de bronchites à répétition avant de finalement tomber aussi dans cette phase où il se fermait, voilà, où il avait eu une régression, on peut dire ça comme ça, une régression assez spectaculaire. C'est un enfant qui commençait à dire des mots avant même ses 1 an, et puis du jour au lendemain. Et moi, donc on peut tirer un peu le chapeau aux assistantes maternelles. Moi, c'est pas l'assistante maternelle, mais c'est les éducatrices à la crèche, son éducatrice à la crèche, donc Oui. qui font un boulot super puisqu'elles observent bien les enfants. Et puis, je pense qu'elles ont aussi l'expérience pour avoir soit vécu, comme c'est ton cas par exemple, ou soit avoir observé d'autres enfants qui m'ont dit ce serait bien, voilà, de demander à son médecin son avis, éventuellement voir un spécialiste, etc. Parce qu'on a trouvé que, moi, je suis la maman, C'est comme ça. toi, hein, moi, je m'inquiétais pas plus que ça. Tu vois, je me disais, oui, bon, ça va venir, hein, les enfants, ils évoluent différemment, etc. Mais comme elles avaient l'air vraiment un peu inquiètes, j'ai suivi leurs conseils, et puis c'est comme ça aussi que tout est parti après des mois et des mois de consultation avec le centre spécialisé ici au Luxembourg. Le diagnostic aussi est tombé, et c'est drôle parce que c'est tombé Oui. aussi à peu près quand il avait 2 ans et demi. Et voilà. Et du coup, comment toi, à l'époque, en fait, tu as accueilli la nouvelle? Comment est-ce que Alors, tu il y a t'es eu plusieurs senti par phases. rapport à Je ça? pense que c'est le parcours du handicap pour moi est similaire à un parcours de deuil. Je pense vraiment. Quand j'avais lu en fait les différentes phases du deuil, où il y a le déni, l'acceptation, enfin il y a vraiment toutes ces phases-là. Je suis vraiment passée par ça. Donc au début, quand j'ai appris, enfin quand il y a le diagnostic qui a été posé, j'ai fait un déni. Au début, vraiment, j'ai fait un déni. J'ai commencé à fonctionner un petit peu comme les personnes autour de moi et à me dire: «Oui, mais non, peut-être, mais il est trop petit aussi, heu, oui, peut-être ça peut ne pas être ça». Enfin, on fait vraiment un déni, on ne veut pas le voir. On se dit toujours que
on a rêvé, hein, c'est un peu comme notre vie d'adulte, quand on est petit, on rêve du prince charmant, on rêve de ci, etc. Et je pense que quelque part, on rêve aussi de l'enfant, de l'enfant idéal finalement. On se dit, bah, c'est un enfant. La seule préoccupation qu'on a par rapport à l'enfant, c'est de savoir est-ce que c'est une fille ou un garçon. Je voudrais une fille, je voudrais un garçon. Mais à aucun moment, on ne se pose la question de se dire, est-ce que déjà avoir un enfant en bonne santé, pour nous, c'est un acquis en fait. Donc du coup, il y a vraiment eu cette phase de déni qui a été très profonde. J'ai fait plusieurs dépressions par rapport à ça et ça m'a pris cette phase, après ça c'est vraiment mon cas, mais je pense que ça m'a pris presque 2 ans, où je me suis énormément renfermée. Je me disais: «Pourquoi moi?» Moi j'ai des copines qui ont 5 enfants, les 5 sont en très bonne santé. C'est pas de la jalousie ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment c'est plus un rapport à soi, de se dire: «Mais pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» et heu et il y a eu vraiment cette première phase-là. Ensuite, il y a eu et qui a été très difficile parce qu'on n'accepte pas. Passé ces 2 années, il a commencé à grandir, il a commencé l'école aussi et l'école ça a été, aussi la période où il allait à l'école, c'est la période où il y a eu le covid. Donc c'était encore plus difficile. Je pense que c'est pour ça aussi que ma phase de déni a duré aussi longtemps, parce qu'en fait, les enfants sont beaucoup restés à la maison. Donc il a beaucoup fallu s'occuper de lui, il a beaucoup fallu prendre le relais par rapport à l'éducation, comment dire? Par rapport au système éducatif, on va dire. Et là, j'ai vraiment vu que, comment dire? Donc j'étais très en contact avec lui finalement. Hem et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est que à l'école, en maternelle, il faut dire une chose, c'est que le peu de fois où il était à l'école, il avait donc une AVS parce qu'on s'y était pris très, très tôt, donc AVS en France, c'est assistant de vie scolaire. Comme il a eu son statut MDPH, MDPH, c'est en fait une maison qui s'occupe des enfants, enfin des personnes, on va dire, handicapées de manière générale, hein, que ce soit handicapés moteurs, handicapés, psychologiques, enfin bref, tous les types de handicap. Donc il avait été reconnu, comme enfant handicapé par la MDPH et à ce titre, il a eu une AVS. Et le problème, c'est que le système médical, éducatif, pardon, n'est pas formé à avoir ce type d'enfant. Donc naturellement, on le rejette. Donc c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément intentionnel, mais comme c'était le covid et que finalement, les enfants restaient beaucoup à la maison, la maîtresse avait tendance, par exemple, à toujours me dire: «Il faut le garder, il a fait ci, il a fait ça». Donc je sentais déjà cette forme de rejet qui accentuait le déni qu'il y avait en moi et qui accentuait ce sentiment d'injustice, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une période très, très compliquée parce que ce n'est pas seulement un rapport à l'enfant, c'est un rapport à soi aussi qui est très difficile à accepter. C'est comme on le vit comme un échec. On se dit: «C'est de ma faute». Moi, j'ai commencé à me dire: «Est-ce que c'est pas de ma faute? C'est vrai que j'étais un peu stressée à sa grossesse. C'est vrai que du coup, enfin, il y a plein de questions qu'on se pose et on se dit: «C'est de notre faute». Voilà. Il faut vraiment se dire ça, c'est que ce n'est pas de notre faute, en fait. Le l'autisme, ce n'est pas une maladie, encore une fois, c'est un handicap, c'est un trouble et on vit avec un trouble, en fait. On n'est pas un enfant à part, une personne à part, on a juste des différences qui sont plus marquées que d'autres, mais pour autant, par essence, nous sommes tous différents. Donc pour en revenir à ta question, j'ai l'impression que je suis un peu longue dans mes réponses. Ah ouais, n'hésite pas, Non, vas-y, c'est une Donc causerie, c'est un échange avant tout, donc d'accord. je t'en fais pas et en même temps, je Oui. t'écoute et Donc c'est comme si c'était un c'est très miroir, difficile donc et en plus moi vas-y. je travaille, dans un milieu, dans un milieu très stressant aussi donc en fait on n'a pas de courroie pour, comment dire? Se reposer, pour se dire: «Bah là c'est, comment dire? C'est mon endroit, mon endroit safe», on va dire ça comme ça. C'est-à-dire dans tous les secteurs de notre vie, on est stressé. On va au bureau, on est stressé, à la maison, il y a le petit, on est stressé. Il y a enfin, en fait, il y a vraiment tout un écosystème autour qui fait qu'à aucun moment on ne peut se dépressuriser, en fait. Donc ça monte, ça monte. Il y a eu la période de covid qui a fait qu'on a été beaucoup à la maison, donc ça a monté encore plus parce que bah, le fait de sortir quand même, mine de rien, ça permettait de penser à autre chose. Mais le fait d'être à la maison, ça fait que même si on travaille, on est concentré dans nos problèmes. Il y a une confusion entre le perso et le pro qui fait que, bah, on vit tout de manière décuplée, en fait. Donc je pense que c'est pour ça aussi que cette phase a été très difficile pour moi, parce que les circonstances étaient un peu compliquées.
Donc, passé toute cette période-là, il y a eu la phase d'acceptation où je me suis dit, je n'y peux rien, de toute façon. C'est comme ça, c'est comme ça. Et il faut savoir que Lenny et moi, on a un rapport très, très particulier. On est extrêmement fusionnels, mais depuis sa naissance, en fait. C'est mon troisième et pourtant, c'est un enfant qui est, je ne saurais pas comment dire, Lenny, c'est je saurais même pas comment l'expliquer. C'est mon amour, j'ai d'autres enfants, je les aime énormément, hein. On peut pas dire qu'on aime un enfant plus qu'un autre, mais la relation est différente, en fait. C'est celui quand je ne suis pas bien, alors même que personne ne le sait, va venir me prendre dans ses bras. C'est celui qui va me dire: «Ah maman, tu es belle». Enfin, des choses, enfin, et même comment il me regarde, comment on se regarde, ça a toujours été une relation très puissante, en fait, entre lui et moi. Et donc du coup, il y a eu cette phase d'acceptation, j'ai commencé à me dire: «Bah, OK, on va faire avec. On va essayer de trouver des solutions» et donc je l'ai accepté. Mais c'était pas non plus encore évident. Pourquoi? Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces enfants qui ont des troubles et handicaps ont énormément de rendez-vous. Ce sont des rendez-vous dignes d'un ministère, en fait. Lundi, il a psychomotricien, après il a orthophoniste, il a pédopsychiatre, il a atelier de sociabilisation. Après, lui, il faisait également de l'équitation, en fait, l'équitation pédagogique, on va dire, parce qu'on dit que ça les aide à se sociabiliser et tout ça. Donc, Lénie, tous les jours, avait un rendez-vous. Or, ses deux parents travaillent. Donc, c'était une organisation incroyable. Voilà. Et donc voilà, il y a eu tout ce sentiment de culpabilité aussi qui revenait parce que, comme je disais, il y a toujours ça qui ne nous quitte pas, hein, ce sentiment de culpabilité de se dire, est-ce que c'est pas de notre faute? Et dans mon cas, le deuxième prénom de Lénie, c'est le prénom de mon grand frère. Et mon grand frère, pour moi, maintenant que je connais l'autisme, a un syndrome autistique qui, mais vivant en Afrique, n'avait pas été diagnostiqué. Donc après, je me suis dit, dans des choses un petit peu spirituelles, est-ce que comme je vais donner le prénom de mon grand frère, est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que moi-même, je n'ai pas condamné mon enfant? Donc, franchement, c'était compliqué. Mais en date d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même arriver à une note très positive, c'est qu'aujourd'hui, Lénie est en CP. Les 3 années de maternelle ont été extrêmement difficiles, mais vraiment. Mais il y a eu un truc incroyable, c'est que quand il est rentré en CP, il changeait d'école, il changeait d'AVS, il changeait d'environnement, de tout. Et ce sont des choses qui le perturbent énormément en général. Donc je me suis préparée pendant toute la période de vacances, pendant 3, 4 mois avant la rentrée, à me dire, je vais vivre l'enfer pendant 3 mois, j'en suis persuadée. Tous les jours, la maîtresse va me dire, oui, Lénie a encore fait ça, il a fait ci. Et vous savez quoi, il n'y a rien qui s'est passé. Il est arrivé dès le premier jour, il est parti, il n'a plus jamais fait de crise en classe. Il est totalement épanoui dans sa classe avec les autres élèves, avec ses particularités, il est accepté par les autres et surtout, il a une maîtresse formidable avec lui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il a toujours des particularités très prononcées, parce qu'en termes de comportement, ça se voit que voilà, il est différent. En termes d'apprentissage aussi, c'est très différent. Voilà, c'est vraiment, on est confronté à des choses, voilà, qui nous sont pour nous assez évidentes, mais qui ne le sont pas pour lui parce qu'il n'arrive pas à le matérialiser. Mais on trouve des solutions. Et, le conseil que je pourrais donner aussi, c'est que pour les personnes justement qui sont dans des familles où il y a d'autres enfants avant l'enfant qui a des particularités, c'est d'en parler à ses aînés en fait. Nous, on a parlé très très tôt des particularités de l'aîné à ses frères. Mais dès lors qu'on a su qu'il y avait une problématique, on leur en a parlé. Ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, par exemple, quand on fait les devoirs, et que moi je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est compliqué à expliquer des fois des choses qui nous paraissent évidentes, bah avec ses grands frères, on trouve des solutions. On se dit: «Ah mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça?» Donc ça fait que finalement tout le monde se met, voilà, travaille à son bien-être et ils se sont rassurés et voilà. Donc voilà, on termine pour une note positive. Là, on est vraiment dans la phase où on trouve des solutions, dans la phase où on l'aide à progresser. On se dit que c'est un enfant formidable et que de toute façon, il a sa place à part entière dans la société.
Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Écoute, je pense que tu donnes en même temps un petit peu une ou d'espoir à certaines mamans et tout ça. Il y a plein de choses que j'ai relevées dans tout ce que tu as dit, notamment le déni. Bon, ça, je pense que c'est très commun à tous les parents qui reçoivent ce type de diagnostic. Donc, je pense que c'est une phase plus que normale. Et ensuite, la culpabilité, ça, je pense que c'est quelque chose qui revient. Moi, personnellement, je me sens coupable tous les 2 jours. Hein. Donc, tous les 2 jours, je me repose la question de ce que j'ai fait quand j'étais enceinte ou quand il était petit. Est-ce que je l'ai pas fait tomber? J'ai pas cogné sa tête, machin. Donc, je pense que ça, c'est des questionnements qu'on a. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Surtout quand on a des périodes où on n'est pas bien, on se remet toujours en question, et puis après on est vite rattrapé par la réalité, hein, de se dire que voilà, les faits sont là, on peut pas revenir en arrière, on peut pas changer les choses, et de toute façon ce n'est pas le premier enfant autiste au monde, donc si tout le monde commençait à se culpabiliser, Tout à fait. on ne s'en sortirait pas. Et puis, je pense que Lénie a eu beaucoup, beaucoup de chance aussi à l'école parce que ça, on ne le dit pas assez, mais ça, c'est un facteur hyper, hyper important dans le développement, en fait, des enfants qui reçoivent des diagnostics du spectre autistique. L'environnement, il est hyper, hyper important. Il y a les parents, déjà, le poids des parents, le poids que les parents ont est assez difficile, mais il faut que les gens comprennent, en fait, que pour que nos enfants arrivent à évoluer, il faut, en fait, comme on dit chez C'est nous, ça, it c'est takes ça, a tout à village fait. to raise a child. C'est ça, enfin, il faut, en fait, voilà, il faut tout le monde, en fait. Il faut l'appui de tout le monde et il faut que les aidants externes, les éducateurs et tout ça, est aussi de la bonne volonté, déborde d'amour, est aussi une bonne intention par rapport à ça. Moi, mon fils, il a eu beaucoup moins de chance dans son parcours scolaire, c'est-à-dire que déjà, ils étaient hyper, hyper D'accord. stressés quand le petit, il avait commencé l'école. À l'époque, non, mais tout le monde était stressé, mais je te dis pas les infrastructures qu'ils ont mis en place pour un enfant de 4 ans, quoi. Laisse tomber, ils étaient beaucoup plus stressés que lui. L'enfant, il était, Bien sûr, il le ressent. ça agit sur lui. Ce que vous appelez AVS chez nous, Oui. ici, lui, il en avait 2, tu t'imagines? 2 en plus de la maîtresse. C'était juste horrible. Donc ça se répercutait sur l'enfant. Il était pas bien du tout. Il faisait beaucoup de crises. L'année scolaire s'est très très mal passée et on voyait bien que les personnes en fait n'étaient pas en fait volontaires, Mmh. n'étaient pas comment on dit ça, motivées en fait. Il n'y avait pas d'envie. Et donc quand c'est comme ça, en tant que parent, c'est très difficile de prendre la décision de laisser son enfant dans le cycle classique ou de l'envoyer dans un établissement Mmh. spécialisé. Et moi, c'est malheureusement une décision que j'ai dû prendre. Et Autant l'enfant j'étais pas obligée, mais pour le bien-être de mon enfant, j'ai dû le retirer, voilà, de l'école classique entre guillemets, et le mettre dans une école avec des intervenants mmh beaucoup plus aguerris, on va dire, et de sortir du système classique à mon grand dam. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui militent, qui se battent pour que l'enfant reste dans le système classique, et ça, c'est hyper normal. C'est mon souhait aussi, mais en même temps, si le personnel, les aidants, les Mmh. éducateurs et tout ça n'ont pas de bonne volonté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un bras de fer. À un moment donné, il faut penser à l'enfant, et je pense que Léni a eu beaucoup, Tout à beaucoup de fait. chance, et ça se voit puisqu'il fait des progrès, et je suis vraiment, vraiment ravie de l'entendre. Et si tout le système fonctionnait ainsi, je pense que les enfants s'intégreraient de plus en plus facilement, en fait. Et les enfants neurotypiques reproduisent exactement le schéma des adultes. C'est-à-dire, si les adultes se comportent d'une telle ou telle façon vis-à-vis de nos enfants,
ben, les enfants vont copier en fait. Comme tu disais, expliquer aux enfants, leur transmettre le bon message, etc. Et ça, c'est un travail qui reste encore à faire Oui, tout à fait, hein. dans Je notre suis d'accord système de avec toi, manière hein. générale. Et puis ouais. Et puis le monde C'est du ça. travail, hein. Voilà, on reste des parents qui travaillent, on a notre Voilà. boulot, on a des choses à faire. Voilà, moi je suis plus salariée aujourd'hui et je te dis pas ce que ça change en fait. C'est-à-dire que à l'époque quand j'étais salariée, dès que je Tout voyais à fait, mais le tu sais, numéro de l'école, je on le dit jamais transpirais. assez, hein. Excuse-moi, Je Awa, me mais qu'est-ce je qui connais, tu sais, Lénie, dans ses non encadrants, mais et dans la démarche dans laquelle j'étais de me dire: «Je ne peux pas tout faire», j'ai pris une personne pour l'aider à faire ses devoirs parce que des fois, c'était compliqué. Et la personne qui s'occupe de lui qui s'occupe de ses devoirs, qui travaille avec lui, donc c'est une maman, en fait, qui elle aussi a un enfant autiste, un enfant unique et qui travaillait avant et qui a dit exactement la même chose que toi et ce que moi aussi j'ai pensé à un moment, c'est de se dire: «C'est juste impossible que je puisse continuer à travailler, de manière efficace et sereine et en parallèle toujours être sollicitée pour le petit, en fait» et de se retrouver toujours dans cette forme de où on doit faire un choix, de se dire: «Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais?» Ou en fait, ça accroît encore la culpabilité en nous parce qu'on se dit: «Non seulement peut-être c'est de notre faute si notre enfant est comme ça, mais en plus, on n'est même pas sûr d'avoir la bonne attitude pour gérer les crises qui se posent par rapport à cette situation que possiblement nous-mêmes on aurait créée». Donc ça met la maman dans une forme de cercle vicieux comme ça, où elle se dit: «OK, là je» c'est vraiment le principe du chien qui se mord la queue. Donc à chaque fois, on tourne en rond et on retombe toujours dans ce vice-là. Faut vraiment se dire que tout part d'un choix. Moi, pour être très honnête avec toi, je ne pense pas que j'aurais eu la force de supporter une année de plus, vu les 3 années dont je sortais, tu vois? Avec les nids en maternelle où véritablement c'était un enfer. Les mails que je recevais en permanence. Par exemple, je prends un exemple très simple. Son AVS a eu le Covid à un moment, pendant un mois. Sa maîtresse m'a dit: «Écoutez madame, moi je peux pas le garder, il est ingérable. Vous devez le garder à la maison tant que l'AVS n'est pas voilà, ne revient pas». Sauf que moi je travaille. Qui va le garder? Qui va garder Lady pendant un mois à la maison? Son papa travaille, tout le monde travaille. Comment on fait? Je prends un autre exemple. Par exemple, quand ils avaient des sorties pour aller au gymnase, pour aller faire, le sport. Pour aller faire du sport, il fallait que j'aille les accompagner. Je tienne Lenny par la main, je l'accompagne au gymnase, qui est à 5 minutes de l'école. Je le calme avant de partir. Je reviens le chercher au gymnase 30 minutes après. Mais c'était horrible. Et dans tout ça, je devais travailler. Et ce qui faisait qu'entre ces allers-retours, ça me prenait quoi? 2-3 heures, donc quasiment toute ma matinée du vendredi. Ce qui fait que pendant une longue période, en permanence, je travaillais le week-end. Enfin, je rattrapais mes dossiers le week-end parce que, en réalité, le vendredi matin, j'espère que mes employeurs ne m'entendent pas. Je n'en dirai pas plus. bon, n'en dis pas trop non plus. C'était avant 9 heures. Tout ça se passait avant Voilà, 9 heures. essayons de Voilà. rester neutre. Mais tout Voilà. ça pour dire que ça a une vraie incidence, en fait. C'est pas anodin. Le corps éducatif, c'est vrai, n'est pas formé pour, mais quelque part, il y a une première question de être formé et il y a une deuxième question de se dire: «Est-ce qu'on a même la volonté d'accepter ce type de différence?» Là, c'est vraiment pour moi, ce ne sont pas des mêmes choses, de se dire: «OK, on n'est pas formé», ça je l'entends et même nous, en tant que parents, on apprend tous les jours de nos enfants, même si on vit avec eux. C'est un handicap qui évolue avec l'âge de l'enfant qui évolue aussi. Il y a de nouvelles choses qu'on découvre et de nouvelles difficultés auxquelles on est confronté et qu'on n'a pas forcément anticipées. Mais c'est de se dire aussi, la maîtresse par exemple qui me dit: «L'AVS n'est pas là, je ne peux pas le garder pendant un mois», elle n'a même pas essayé. Une journée. Elle ne m'a pas dit: «OK, je l'ai gardé 2 jours, là c'est ingérable, pour moi c'est très compliqué, j'ai 22 autres enfants donc ça va être compliqué». Non, elle n'a pas essayé. Non, elle veut pas. C'est pour ça que je dis que c'était, voilà. Donc si on regarde même bien la plupart des associations
de parents, enfin d'associations de personnes qui soutiennent les enfants ou les personnes avec autisme. En Oui, général, ça a été fondé par des parents. Donc, c'est pour ça que finalement, on est les premières personnes au front, en fait. On est les exactement. premières personnes, voilà, à maîtriser le sujet avant tout. Donc, Et tu j'en profite en même temps pour donner, pour tirer un petit peu mon chapeau à tous ces aidants, tous ces éducateurs qui sont vraiment dévoués, ils sont incroyables. heu, voilà, qui sont incroyables, qui font ça vraiment non seulement parce que c'est leur travail, mais aussi parce que, ils ont cœur en fait à faire ça, ils ont beaucoup d'amour à partager et cetera et on voit tout de suite la différence en fait, chez les enfants. Mmh. Donc c'est pas seulement, allez, il faut faire, telle ou telle méthode, il faut faire la méthode PECS, il faut faire ceci ou cela. Ça vient d'abord, de l'approche en fait, de la façon dont tu communiques, dont tu abordes en fait l'enfant. Donc quelle que soit la technique, la méthode que tu vas que tu vas mettre en place, si le feeling, si le la communication ne passe pas entre l'aidant, l'éducateur et l'enfant ou une tierce personne en fait, quelle que soit la méthode qu'on essaye de mettre en place, mais ça fonctionnera pas, hein. Non, mais clairement, Voilà, ça ne fonctionnera pas. Il faut de l'amour aussi, tu vois? C'est très beaucoup, important. beaucoup, ouais, Et ces beaucoup. personnes-là, on ne le redira jamais assez. La vs de l'ENI, par exemple, ce sont des métiers qui ne sont pas très, très bien rémunérés. Donc, ces personnes qui le font et sans qui nos enfants ne pourraient pas évoluer, hein, il faut le dire. Nous, on n'est pas là à longueur de journée. Et quand bien même on serait là, on n'est pas formé pour. On ne peut pas faire ce travail-là. Donc ces personnes sont vraiment incroyables et je pense vraiment, moi je leur dis vraiment du fond du cœur merci pour celles qui le font avec cœur. Je dis vraiment merci à la maîtresse de Lenny parce que elle est comme une maman pour lui, hein. Limite, c'est quand moi je lui dis: «Mais Lenny, j'ai appris ça» parce que Lenny est dans la même école que son grand frère qui est inspecteur numéro un. Donc il s'assure quotidiennement de ce qui se passe en fait avec, Lenny à l'école. Donc il me rapporte des fois des événements qui ne m'ont pas été rapportés par la maîtresse et très souvent elle me dit: «Oui, mais c'est un enfant». Et c'est ce qu'on oublie aussi souvent dans l'autisme, c'est que avant d'avoir un handicap, d'avoir un trouble, ce sont d'abord des enfants, en fait. Donc très souvent, quand un enfant a une particularité, on aura tendance à exagérer, en fait, les traits d'enfant qu'il a. On va se dire: «Oui, mais il fait ça parce que», on a tendance à tout mettre sur le dos de son handicap et de l'exacerber, en fait, d'une certaine manière. Mais il ne faut pas oublier que ce sont d'abord des enfants avec des réactions d'enfants et c'est pas parce qu'ils ont des différences qui sont peut-être plus marquées que d'autres, qu'il faut leur enlever ce caractère d'enfant aussi, qui passe par des moments de contestation, par des moments où ils sont pas contents. Voilà, faut pas oublier ça. C'est super important. Oui et je suis d'accord avec toi et l'autre chose aussi, c'est que, ces personnes-là, on en a besoin, même si qu'on soit formé en tant que parent ou pas, parce que d'abord, on est des êtres humains et que, pour revenir même à ce que tu disais tout à l'heure, hein, et qu'à un moment donné, on est épuisé, en fait. À un moment donné, on a besoin de temps pour nous, comme tout être humain. On a une charge mentale qui est énorme, qui est au-delà de n'importe quel être humain lambda. Exactement. Hem, voilà et enfin, moi je dis souvent de toute façon tant qu'on n'a pas, d'enfant, à besoins spécifiques, on ne peut pas comprendre en fait ce qu'on vit. Tant qu'on n'a pas d'enfants comme ça ou qu'on ne s'occupe pas d'enfants ou de personnes comme ça au quotidien, Oui, on ne peut pas comprendre, en fait. On a une charge mentale, mais qui est énorme. Moi, ça oui, fait aujourd'hui que je relativise, mais sur tellement de choses. Euh, il y a plein de choses où je me dis, c'est pas grave. exactement. Parce que j'ai déjà testé le high level de la C'est douleur, le high incroyable. level de Ouais, l'endurance. Voilà, j'ai déjà testé, mais tellement de choses plus difficiles qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses vis-à-vis desquelles je relativise énormément et il y a exactement. énormément de choses aussi, pour lesquelles je ne me laisse plus, prendre la tête, en fait. Je sais pas si tu vois ce que il y a plein de choses, Je comprends totalement. honnêtement, voilà, voilà, je ne me prends plus beaucoup de la tête pour beaucoup de choses, je ne charge pas les problèmes des autres comme on dirait chez moi, parce que j'ai déjà, voilà, beaucoup à gérer et quand on voit aussi ce que ça peut avoir comme,
dommages sur notre santé physique et mentale, à un moment Wow. donné, voilà, on fait le tri dans beaucoup de choses. On fait le tri sur ce qu'on veut gérer ou ce qu'on veut pas gérer. On fait le tri sur son entourage aussi, voilà. Tout à fait. Donc ça, c'était ma prochaine question aussi pour toi. Comment est-ce que tu gères moi, je sais que dans mon entourage, j'ai fait beaucoup de tri parce que voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes tout simplement seuls, hein, qui se sont éloignés. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on constate quand on a des enfants à besoins spécifiques. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous, mais c'est pas grave parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes en fait. Donc c'est mieux de se concentrer sur sa vie, sur ses problèmes. Et puis voilà. Donc toi, est-ce que tu as expérimenté un peu ce schéma-là aussi, que ce soit au niveau de la famille ou des amis, de l'entourage, etc. Est-ce que il y a des relations qui sont renforcées? Est-ce qu'il y a des relations qui se sont terminées? Et comment est-ce D'accord. que ça s'est passé? Alors moi, dans mon cas, je te dis au début que dans un premier temps, moi, je me suis plutôt renfermée. Donc c'est plutôt, j'aurais plus tendance à dire qu'au début, c'est moi qui me suis éloignée des autres, en fait, pour vivre un peu cette période de deuil, cette période un peu difficile, pour être vraiment au calme et être dans ma bulle. Donc ça, c'était la première phase où voilà, c'était plus moi qui avais besoin de me retrouver. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont éloignées du fait? Euh, on va dire qu'au départ, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les personnes ne savent pas ce qu'on vit. Et ça, c'est une chose que je n'avais pas intégrée au départ. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, on a toujours tendance à se dire que bah, les gens devraient voir qu'on est en souffrance, les gens devraient voir qu'on galère en fait, que c'est pas facile et en fait ils ont l'air, en fait leur vie a l'air de continuer à tourner normalement, comme s'il n'y avait pas de problème et tout ça. Et ça, des fois, c'est frustrant parce que même des fois, on se dit, mais tu ne m'as jamais demandé comment il évolue. Même dans le cercle familial très proche, les gens n'ont pas forcément cet égard-là par rapport à nous. On se dit, bon, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on ne se sent pas très soutenu, en fait, par rapport à ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce sont des choses, je ne le leur reproche plus, en fait, parce que c'est très difficile finalement de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre dans la situation de handicap. Quand bien même il y aurait de la bonne volonté, quand bien même il y aurait de l'empathie, etc., les personnes ne comprendront jamais. Et tu sais comment j'ai su ça? C'est quand, tu sais, la phase dans laquelle je suis, je parle du trouble, du handicap de Lénie de manière très libre. C'est pas de se dire que je vais me mettre dans un carrefour et me mettre à chanter tout ça. Non. Mais c'est sûr que quand on me pose des questions, j'y réponds de manière très ouverte et les gens sentent qu'il n'y a aucune gêne par rapport à ça me concernant. En tout cas, maintenant. Ça fait 5 ans déjà. Hein. Donc, 5 ans après, j'arrive à ne plus en parler avec gêne. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, des parents de l'école de l'ENI ont des amis ou un entourage qui ont des enfants aussi à besoins spécifiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent mon numéro. Ils leur disent, est-ce que je peux donner ton numéro à telle personne? Parce que j'ai l'impression que voilà, vous trouvez des solutions. Enfin, l'impression, je précise et ils auraient besoin d'échanger. Et j'ai commencé donc à soutenir certains parents par rapport à ça et à les écouter. Et quand ils parlaient, dans ma tête, j'anticipais ce qu'ils devaient dire après parce que je les comprenais tellement. Il y a un papa qui m'a appelé une fois, ça m'a tellement touchée pendant près de 2 heures. Et en fait, chaque fois qu'il parlait, c'est comme si c'était mon miroir. Je disais, waouh, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et lui aussi, il savait que je comprenais ce qu'il me disait, donc du coup, il se sentait beaucoup plus à l'aise, en fait. Tu vois? Donc je ne dis pas de rester dans une forme de sectarisme ou un truc comme ça, non. Mais c'est sûr, Awa, que malheureusement, c'est quelque chose, le handicap d'un enfant est quelque chose qu'on vit de manière très solitaire, même au sein du couple en fait. Hein. Parce qu'on n'en parle pas assez, comment une femme vit le handicap et comment un homme vit le handicap de son enfant, c'est pas la même chose. C'est pour ça que des fois ça crée même des séparations. On a tendance à penser des fois que voilà, les séparations sont dues à, je ne sais pas moi, des infidélités ou je ne sais trop quoi. Mais je pense que le handicap fait partie des top éléments qui peuvent séparer un couple parce on ne le vit pas de la même manière en fait. Et, euh, et c'est pour ça en fait, pour revenir à ta question, que je te dis que maintenant, je vis ça au début, je le vivais très mal. C'est-à-dire que oui, je me suis éloignée de certaines personnes parce que j'estimais qu'elles n'étaient pas assez impliquées ou empathiques par rapport à ma situation.
Mais maintenant, j'ai beaucoup plus d'indulgence en me disant que finalement, je ne peux pas leur faire porter un fardeau qui n'est pas le leur, tu vois. Et ce qui est normal aussi, tu vois. Donc, je n'attends plus grand-chose finalement de l'extérieur et je me dis, bah, c'est mon Lenny, quoi. Donc, donc je vais trouver les ressources en moi pour pouvoir, voilà. Ben, c'est super intéressant ce que tu dis et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'essaie de raisonner de la même manière, c'est-à-dire que voilà, c'est finalement c'est mon problème et pas celui des autres. Et c'est clair que l- les autres entre guillemets ne comprendront pas jamais en fait ce que nous on vit au quotidien. Après, à nous de gérer nos vies selon la situation dans laquelle on se trouve, à faire au mieux pour notre bien. Et parce que c'est sûr que quand on a un rythme de vie comme celui-ci, on pense d'abord, avant tout, à son bien-être et à celui de son ou de ses enfants ou de son couple. Hein. C'est important ce que tu as souligné tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, j'ai observé beaucoup aussi de couples qui se séparent dans ce genre de situation. Mais bon, voilà. Écoute, on pourrait passer toute la journée à parler. Il y a tellement de choses à dire, Tellement, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On passe la journée, hein, on les passe enfants. même pas des jours et des jours à parler de ça. C'est un sujet qui n'a pas de fin. Donc juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un ou deux conseils pour les parents qui nous écoutent? Et aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu des senteurs de Sandy? Donc moi, je suis une bonne cliente, j'achète souvent tes parfums, j'aime beaucoup. Je mettrai aussi les liens en commentaire pour C'est ceux qui gentil. veulent en commander. Et tu livres partout, en Afrique également. Tout à fait. Donc, quels sont les quelques conseils que tu pourrais donner aux parents qui soit sont en phase de début de diagnostic ou encore dans la phase de voilà, où ils sont, ou des parents, voilà, tout simplement, qui ont des enfants à besoins spécifiques. Quel est le mot de courage, le conseil que tu pourrais donner? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas considérer votre enfant comme, le mot va être un peu fort, hein, ce que je vais dire. Donc, je suis désolée si ça heurte certaines personnes, mais comme une erreur ou bien un échec ou un sous-enfant. Vraiment, c'est un enfant à part entière qui a ses spécificités, mais qui n'est pas pour autant un enfant différent des autres. C'est votre enfant. Il faut vraiment l'aimer à cette dimension-là de votre enfant et ne pas le considérer comme, OK, bon, c'est une expérience qui n'a pas marché. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Moi, Lenny, l'enfant qui me fait le plus rire sur cette terre, c'est Lenny. C'est lui qui me fait le plus avoir le cœur mais gros comme ça. Et pourtant, j'aime énormément tous mes enfants. Mais c'est Lenny, en fait. C'est vraiment lui. Donc, c'est votre enfant. C'est un enfant à part entière. Et c'est votre réussite. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est vraiment de communiquer. Je pense que c'est une situation, moi je parle vraiment au niveau du couple, parce que vous avez aussi des personnes qui ont des enfants en situation de handicap et peut-être qu'ils sont des couples soit séparés, soit des couples, voilà, ou, enfin en tout cas des personnes monoparentales. Mais si on parle d'un couple, je voudrais aussi donner comme conseil de beaucoup communiquer et de ne pas juger l'autre. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on est énormément dans l'émotion. On vit le handicap de manière émotionnelle. C'est-à-dire que nous, on sera dans oh mon enfant, mais qu'est-ce qu'il va devenir demain? Oh mon Dieu, mais il souffre. On le vit vraiment, c'est épidermique. On le vit à l'intérieur de nous, ça nous déchire, ça nous heurte, vraiment, ça nous prend aux tripes en fait, si je peux m'exprimer comme ça. Mais les hommes sont beaucoup plus pragmatiques. Ils vont dire, OK, il y a telle situation. Ils sont plus froids, en fait. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'ils ne vivent pas et qu'ils ne souffrent pas. Mais ils vont le montrer de manière très différente. Ils sont très pragmatiques. OK, il a un problème de langage. Qu'est-ce qu'on fait? On va à un orthophoniste. OK, étape 1, 2, 3. Donc, nous, en tant que femmes, on peut se dire, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils soient aussi froids par rapport à la situation? Est-ce que ça veut dire je ne sais pas, ils me laissent tout faire ou bien ils ne souffrent pas? Donc c'est hyper important de ne pas être dans le cas d'un couple, dans le jugement de l'autre, mais d'être dans l'écoute.
à la fois de se dire, OK, ma femme le vit de manière très épidermique, mais il faut quand même que je l'écoute parce que c'est sa manière à elle d'évacuer. Mon mari, ça va être soit la stratégie de l'évitement, soit de manière très pragmatique, mais c'est sa manière aussi à lui de s'exprimer. Faut pas se juger par rapport à ça. Donc moi, et il y a vraiment 2 conseils que je pourrais donner, ce serait ceux-là. Et ensuite, par la suite, bah, les choses vont évoluer et vont évoluer positivement. Ça, il faut vraiment se dire la positive attitude, c'est super important, vraiment. Oui, il faut, hein. Il faut. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé de ton temps, d'être venu très très tôt avant de vaquer à tes occupations. Merci beaucoup, Sandra. Je te fais de Écoute, gros bisous. J'embrasse tout le monde et merci. Et je te effectivement, souhaite. pour en revenir à Awa, juste un tout dernier mot. Donc oui, sur mon Ouais, activité de vente de parfums, accessoires, ouais. etc. Oui, j'ai une page Instagram. Vous pouvez me contacter également sur WhatsApp si vous avez des besoins particuliers pour des très bons plans de produits de marque, de luxe à prix très très discounté. Donc voilà. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, nous, des fois, on se demande comment on fait. Même nous, on ne sait pas. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, On on fait, fait. on Entre, fait. nos boulots, nos enfants, les maris, les side hustles, etc. En tout cas, c'est le Seigneur qui donne la force. Amen, vraiment, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Sandra. Merci Je à te fais toi, des bisous. Awa. Gros Belle bisous. journée. Bonne journée, bisous. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.